Bonjour les passionnés de la photo et bienvenue dans cette capsule gratuite qui s'intitule Tout ce que vous devriez savoir sur votre matériel photo. Oui, la photographie va vous demander de connaître la technologie, d'être créatif, mais je pense qu'un des points cruciaux, c'est de bien, pour réussir de bonnes photos, c'est de bien connaître son matériel photo. Cette capsule est justement là pour ça. Elle va nous donner des conseils pratiques, des astuces pour essayer de tirer le meilleur parti de votre matériel photo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Luc Parent. Je suis formateur, conférencier et cofondateur de duobjectif.ca avec ma conjointe Hélène, qui, elle, est la gestionnaire. Donc, quand vous appelez chez Duobjectif, quand vous nous essayez de nous rejoindre, c'est Hélène qui va communiquer avec vous. Ça nous fait plaisir de partager ce qu'on sait. Le but, la mission de Duobjectif, c'est un peu ça. Et c'est pour ça on vous offre ces capsules gratuites-là. C'est simplement pour partager ce qu'on sait et on est content quand vous réussissez de meilleures photos. Alors, on va commencer. Il ne faut surtout pas confondre équipement et compétences. Il y a plusieurs personnes qui mettent un accent démesuré sur leur appareil photo. Ils sont convaincus que c'est l'appareil photo qui prend la photo et non pas l'être humain derrière l'appareil photo. Je me fais souvent poser la question, avec quel type d'appareil photo tu as réussi cette belle photo-là? C'est un mythe, c'est une façon de penser qui n'est pas nécessairement la meilleure. Parce que la personne qui fait tout le travail, c'est pas l'appareil photo, c'est bien le photographe à l'arrière. Comme ils disent, c'est entre le plancher et l'appareil photo que ça se passe. Est-ce qu'un nouvel appareil photo fera de vous un meilleur photographe? Souvent, les gens ou les vendeurs, les revendeurs vont essayer de vous faire croire que si vous changez votre appareil photo, vous allez réussir de meilleures photos. Moi, je vous dirais que le meilleur appareil photo, c'est celui que vous connaissez bien. Plus on avance, plus les appareils photo sont complexes, plus il y a des menus, plus c'est difficile de s'y retrouver. Donc, c'est plus difficile de réaliser des photos. Ça prend plus de temps à apprendre l'appareil, à connaître l'appareil avant de réussir, à être capable de réussir des bonnes photos. Un nouvel appareil doit être confortable et plus facile à utiliser. La seule raison pourquoi vous devriez changer votre appareil photo, c'est tout simplement pour que ça soit plus facile et plus confortable à faire des photos. C'est plutôt l'expérience et le talent du photographe qui va vous permettre de réaliser des meilleures photos. Fait qu'au lieu de changer votre appareil, gardez votre argent, faites un beau voyage, allez vous pratiquer. C'est la pratique, c'est l'expérience qui va vous amener du talent et qui vont vous faire réussir des meilleures photos. Qu'est-ce qu'un objectif tropicalisé? On se pose la question souvent, pourquoi les appareils professionnels sont si chers? Bien, ça, c'est une des raisons. Les objectifs et les appareils photo sont montés ou sont protégés des intempéries. On parle de poussière, humidité, un peu d'eau. Cela se traduit par la présence de joints au niveau des jonctions. Donc, on a des joints ici qui empêchent la poussière de rentrer dans l'appareil photo ou l'humidité d'entrer dans l'appareil photo. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus dispendieux. Ça ne veut pas dire que vous pouvez prendre votre bain avec, mais non. Vous pouvez quand même l'utiliser sous une pluie fine. S'il pleut un petit peu, là, pas trop fort, je vous dirais protégez-vous pareil, protégez l'appareil le plus possible, là, mais ça peut se faire. Moi, j'ai vu des gens faire des photos de ski, des professionnels, et avant que la compétition commence, pour garder leur place, ben, ils ont mis leur objectif, l'appareil photo dans la neige. Il neigeait par-dessus. Ils n'étaient pas inquiets. C'est vrai qu'ils sont commandités, mais quand même, ça fonctionnait. Donc, on est porté à les protéger beaucoup, mais tout ce qui est tropicalisé a une endurance un peu plus grande là, à tout ce qui est poussière, humidité et un petit peu de pluie. Les objectifs, la qualité de vos photos dépend avant tout de votre objectif. Ce n'est pas l'appareil qui va vous donner, qui va vous aider à avoir des meilleures photos, c'est plutôt les objectifs. Les objectifs s'usent beaucoup plus, les objectifs s'usent moins vite que les boîtiers. Il faut le voir comme un investissement. Ça veut dire, n'ayez pas peur d'investir un peu plus pour les objectifs que les boîtiers. Il vaut mieux un excellent objectif et un boîtier milieu de gamme. Donc, avant de changer votre boîtier, changez plutôt vos objectifs. C'est eux qui vont vous donner des meilleures photos. Quelle est la limite de température de votre appareil photo?
Je peux-tu sortir dehors à moins 25? Je peux-tu sortir dehors en vacances quand c'est très humide ou quand il fait 30, 32, 33 degrés? Est-ce que ça peut endommager les appareils photo? Je vous dirais, allez lire votre manuel d'utilisation, puis allez voir ce qu'ils disent. Eux, ils vont vous dire souvent de 0 degrés centigrade à 25 degrés centigrades. Eux, ils se protègent, bien entendu. Ils mettent les limites assez serrées là, pour que si jamais arrive quoi que ce soit, qu'ils soient protégés. Mais moi, je vous dirais là, de moins 10 à 25, même à 30, il n'y a pas de problème à utiliser les appareils. C'est sûr qu'on parle d'appareils professionnels ou semi-professionnels. Les appareils qui sont tropicalisés, comme on a parlé tout à l'heure, sont encore plus tolérants là, au niveau des conditions météo. Mais allez voir votre manuel, vous allez voir ce qu'ils disent. Moi, je ne me gêne pas. J'ai déjà sorti avec mes appareils photo et des objectifs à l'extérieur à moins 32. Elle faisait quasiment moins 40 avec le vent, là. L'appareil marchait au ralenti. Il n'y avait pas tellement ça. Mais il n'y a rien arrivé. J'ai quand même bien protégé l'appareil après pour les chocs de température. C'est surtout eux, les chocs de température, qui peuvent endommager l'appareil. Donc, on part de moins 20 à plus 20. On va à l'extérieur faire de la photo et on rentre dans la maison. Il faut protéger l'appareil pour pas qu'il y ait d'humidité, de buée qui se fasse dans l'appareil. Ensuite, ben, un équipement qui est noir va surchauffer plus rapidement qu'un objectif qui est blanc. Je me demandais pourquoi ils faisaient des objectifs blancs et les compagnies faisaient des noirs. C'est une des raisons. Ils vont être plus tolérants à la chaleur lorsqu'ils sont blancs. Vous vous amusez à prendre des photos de fleurs ou des photos d'insectes et vous apercevez que la photo est toujours floue. Comment ça se fait? Je m'approche de l'insecte et la photo est toujours floue. C'est peut-être parce que vous êtes trop près. Les objectifs ont une limite de distance, un minimum de distance que vous pouvez aller. Après ça, tout est flou. Exemple, ici, on a le 500 mm qui est 3,7 mètres et 50 mm qui est 10 cm. Si vous allez plus près que ces distances-là, automatiquement, c'est sûr, l'appareil ne sera pas capable de faire la mise au point et ça va être flou. Il y a des objectifs, comme les objectifs macro, comme ici à droite, on a un objectif macro. C'est marqué dessus, là, macro, 100 mm macro. Eux ont été bâtis, ont été faits pour être capables d'aller dans des distances encore plus courtes. Si on compare la 100 mm standard, c'est 90 cm le minimum que je peux aller de distance de mon sujet. Je m'en vais vers la macro, on parle de 30 cm, ça veut dire que c'est 3 fois plus près que je peux aller pour faire les photos. Donc, si vous aimez faire des photos de près, on parle de fleurs, insectes au niveau macro, là, peut-être ça serait important que vous procuriez un objectif macro. Il y a certains autres avantages aussi qu'on pourrait en parler, là, mais l'objectif macro nous permet de se rapprocher très près. Qu'est-ce que ça veut dire, les chiffres qui sont écrits sur les objectifs? En avant, si vous regardez votre objectif en avant, il y a souvent, la plupart des compagnies vont écrire les caractéristiques de l'objectif. Et ces chiffres-là, exemple ici, on a une 24-70, 1.8, 2.8, c'est-à-dire, bien, la 24-70, on peut la monter sur un boîtier plein capteur. Là, elle va nous donner vraiment 24-70. Par contre, si on la monte sur un boîtier APS-C, il va falloir utiliser un multiplicateur, multiplier ce chiffre-là. Le chiffre ne sera pas réel. Canon, c'est 1,6 et Nikon, c'est 1,5. Donc, il faut multiplier. Ici, on a une 24-70. Si jamais je prends cet objectif-là et je le monte sur un APS-C, je vais devoir multiplier. Donc, je vais me retrouver avec une 38-112 mm. C'est important de savoir si votre boîtier, c'est un APS-C ou un plein capteur. Et c'est important, si vous vous procurez des objectifs, de prendre ça en compte, de s'assurer qu'on fait la multiplication pour avoir le bon nombre de millimètres. Les piles. Les piles originales sont plus performantes que les génériques. Les génériques, c'est des piles qu'on achète moins cher. Canon vient d'annoncer, je pense, là, leurs nouveaux appareils à partir de cette année, qu'on ne pourra plus mettre de piles génériques dedans. Est-ce que ça fait une grande différence? Oui et non.
Je vous dirais, si vous êtes un photographe du dimanche, vous allez faire des photos juste l'été, vous sortez une fois de temps en temps, vous ne poussez pas les batteries et piles à leur maximum, vous ne verrez pas une grande différence. Mais par contre, euh, le prix, le prix, c'est une bonne différence. On parle de Canon à peu près à 125, 125 dollars, puis on peut avoir des batteries de 20 dollars à 70, 75 dollars à peu près dans le générique. Mais s'il fait froid, si on demande à la pile de performer un peu plus, si on fait beaucoup de photos en rafale, si on regarde aussi nos photos plus souvent, donc on demande à la pile beaucoup plus de travail, la pile va perdre sa charge beaucoup plus rapidement. S'il fait froid, là, c'est la moitié de la charge. Il y a certaines piles que j'ai achetées, j'ai essayé, là, c'est la moitié de la charge. Donc, à vous de décider. Si vous avez le budget, moi, je vous conseille d'acheter des piles de la marque de votre appareil photo. Sinon, allez-y avec des génériques. Ça m'est arrivé avec mon Sony, que j'avais acheté des piles, puis après un mois, ils ont arrêté de fonctionner. C'était pas des Sony, c'était des génériques. Donc, vous pouvez être chanceux, vous pouvez être malchanceux, mais moi, je vous conseille toujours de prendre les piles de la marque. Si vous décidez d'acheter des piles génériques, assurez-vous qu'elles aient la même capacité que la batterie d'origine. On parle des voltages et des milliampères-heure. On regarde ça. Donc ici, une pile Canon va être 2130 milliampères-heure avec 7,2 volts. Si on va dans les piles génériques, on regarde ici 7,4 volts, 2200 ampères-heure. On regarde ici, je regarde. Oh, je vais l'enlever. Celle-là, il n'est pas marqué. Mais ça change donc, il faut faire attention. Il faut être sûr. Oui, il est marqué ici, 2600 ampères-heure. C'est surtout le voltage qui est important, mais aussi la capacité de la pile. Souvent, les génériques, la capacité est moindre que celle de Canon. Donc, il faut s'assurer d'avoir le 2130 mAh, c'est sa capacité de charge à la pile. Essayez d'avoir au moins ce chiffre-là. Ici, 2200 est un petit peu plus haut, donc ça ne dérange pas, mais le voltage est plus haut, ça peut déranger. Euh, il y a certaines personnes qui disent que d'utiliser ces piles génériques-là peut endommager votre appareil. Oui et non, j'ai jamais vu personne entendu parler qui avait eu un problème avec ces piles-là. Les plus gros problèmes, c'est qu'ils durent pas assez longtemps et où ils ne gardent pas leur charge. Mais j'ai jamais entendu parler que quelqu'un va endommager leur appareil avec ces piles-là. Fil de protection, c'est important de se protéger. Le fil de protection fonctionne vraiment contre les lavages à répétition. Le fait de frotter souvent lorsqu'on fait de la photo, l'hiver, lorsqu'on fait de la photo, quand il pleut un peu, on va répéter les lavages souvent, souvent. Et ça peut peut-être user la lentille qui est en avant. Et on ne peut pas la changer, elle, hein, elle est montée après l'objectif. Tandis que si on pose un protecteur, un filtre neutre, un filtre de protection neutre là, en avant, regardez, c'est marqué dessus, là, protection. Donc, ce n'est pas un filtre UV, c'est pas un filtre polarisant, c'est pas un filtre à densité neutre, là. C'est vraiment un filtre de protection, c'est simplement une vitre neutre qu'il y a en avant. Et pourquoi on ferait ça? Ben, un, l'usure, et deux, j'ai échappé un appareil photo une fois et j'ai échappé un objectif une fois. Et ce qui est arrivé, c'est que le filtre en avant ici a cassé, c'est lui qui a pris le coup et mon objectif en arrière est intact. C'est arrivé à deux reprises. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit la même chose. Donc, c'est important de poser un filtre de protection en avant de l'objectif. Les marques, à vous de choisir, mais moi, je prends les Oya ou les B plus W. Je regarde les prix et je choisis toujours entre 40 et 100 dollars à peu près pour ce qui est des fils de protection. Les cartes mémoire, vous devez effacer les photos de la carte avec l'appareil photo et non l'ordinateur. Pourquoi? Parce que ça se peut, un moment donné, que si vous l'effacez avec l'ordinateur, que l'appareil photo ne reconnaisse plus la carte. Donc, on va rentrer la carte et oups, l'appareil ne reconnaît plus la carte. Ça, c'est arrivé souvent. J'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça. Maintenant, est-ce que je dois effacer les images ou formater la carte? Les deux fonctionnent, les deux vont enlever les photos, mais je vous dirais que la marge d'erreur est plus mince si vous formatez la carte. Effacer les photos, le risque d'avoir des erreurs sur la carte est plus grand que si vous la formatez. Moi, je formate à tous les coups.
On peut récupérer des photos supprimées avec certains logiciels. Il y a des logiciels qui existent souvent sur les cartes ScanDisk. Il y en a des fois, là, les cartes assez dispendieuses, il va y avoir le logiciel dedans pour la récupération. Donc, j'ai effacé ma carte. J'avais oublié de télécharger mes photos. Remettez pas la carte dans l'appareil. On peut la mettre dans l'ordinateur et utiliser un logiciel pour récupérer les photos. Ça fonctionne quand même assez bien. Je l'ai fait plusieurs fois. Il y a plusieurs logiciels, il y en a des gratuits. Donc, il y a Rescue Pro. Moi, j'utilise Rescue Pro. Il y a 10 Drill, il y en a plusieurs, là. Faites juste récupérer photos perdues et vous allez avoir la nomenclature de plusieurs logiciels. En parlant de nomenclature, ça veut dire quoi, tous les petits chiffres sur la carte? À un moment donné, on s'y perd, hein? Il y a des logos, il y a des chiffres dans des ronds. Je vous dirais les deux plus importants. Le premier, c'est la capacité, hein? Combien je peux mettre de photos sur la carte. Donc, c'est en gigabytes ou gigaoctets là, en français. On a 32, 64, 128, donc ça s'en va en augmentant. Et ensuite, le deuxième, c'est ici le chiffre d'écriture. Donc, quand l'appareil va écrire, va mettre des photos sur la carte, à quelle vitesse il va le faire. C'est important que la vitesse soit assez élevée. Exemple, si je prends des photos en rafale, ça se peut que mon appareil soit très rapide et que ma carte soit trop lente et qu'elle ralentisse mon appareil. Fait qu'au lieu de faire 20 images secondes, ben, je vais en faire juste 12 parce que ma carte est pas assez rapide. C'est important d'acheter une carte assez rapide. 300, là, on est rendu quand même très rapide comme carte. Vous allez payer plus cher, oui, mais ça vaut la peine. Pour ce qui est des autres chiffres, ici, on s'en sert pas mal aussi pour le vidéo. Donc, le débit minimum d'écriture, la classe de la carte pour le vidéo. Ensuite, on a le nom, c'est une carte SD, donc ici qui est marqué là. Mais, ben, pour moi, de retenir tout ça, juste les deux là, ici, la vitesse d'écriture, ça c'est important, que la carte soit capable de prendre la vitesse de l'appareil, qu'elle ne ralentisse pas l'appareil. Combien je peux mettre de photos sur ma carte? Si vous avez un appareil standard, réflexe ou sans miroir, là, on parle d'une moyenne de 20 mégapixels par photo. Je peux mettre 12 000 JPEG et 6 000 RAW. Moi, c'est pour ça que j'achète des cartes. Ici, ce sont les 4 gigs, là, mais moi, j'achète des 32, comme l'autre qu'on avait avant, parce que très rare, dans une séance photo, je vais dépasser 6 000 photos. Comme c'est la 32 gigs, c'est 3 000 photos, là. Donc, ça m'est jamais arrivé, ou presque, de remplir la carte, là, les 32, là. Donc, ça ne donne rien d'acheter des cartes, payer plus cher pour rien, euh, acheter des cartes 32 et en même temps des 32, moi, c'est que je fais ma séance photo, je mets ma carte de côté, ben, je télécharge les photos, je la mets de côté, j'en mets un autre dedans, j'en ai trois. Fait que je fais une rotation comme ça. Fait que mes cartes restent sur mes photos pendant deux, trois séances. Comme ça, si jamais je perds mes cartes dans l'ordi, quelque chose, j'ai une sauvegarde. Mais 32, c'est très suffisant. Ça donne absolument rien de mettre une carte 128 ou plus élevée, à moins que vous fassiez des studios, des shootings photos, là, et vous partez pour la fin de semaine, puis vous ne voulez pas vous casser la tête, vous mettez juste une carte dedans et elle va prendre toutes les photos. Mais c'est tellement long de télécharger les photos, ensuite les afficher, les télécharger. Donc, je trouve que 32, j'aime mieux avoir trois cartes de 32 qu'une 128 ou deux cartes de 32 au lieu d'une 64. Les accessoires, hein, on parle de matériel photo et le trépied, c'est souvent le deuxième accessoire qu'on va acheter. C'est un trépied. Il y a des petites façons de travailler avec le trépied que j'ai appris avec le temps qui m'ont aidé beaucoup. Donc, toujours ouvrir les plus grosses pattes en premier. Donc, les pattes du haut sont plus grosses que les pattes du bas. Lorsqu'on a un petit trépied de voyage, un peu comme celui-ci qui est ici, là, les pattes en bas sont très minces, sont très frêles et notre trépied peut être fragile, peut bouger plus facilement si on utilise les pattes d'en bas. Bien entendu, on a besoin des trois pattes, on rouvre les trois, là. Mais si c'est quand vous n'avez pas besoin des trois, commencez par ouvrir les grosses pattes, ensuite les petites et ensuite les très petites. Comme ça, le trépied va être plus solide. Les trépieds qui possèdent des colonnes, comme le trépied qui est ici et ici, donc la colonne ici, comme ce trépied-là, ici, on peut tourner la colonne et la mettre de côté. Mais le trépied ici, on peut inverser, ça veut dire qu'on peut défaire la colonne et l'inverser et la mettre la tête par en bas
pour être capable de faire des photos au sol. Oui, l'appareil est inversé, mais ça, c'est une façon de travailler, ça, c'est quand même assez simple, là. On va être capable de s'approcher très près du sol parce qu'il y a des trépieds qui ne descendent pas assez bas. Étant donné que la colonne est longue ici, je ne peux pas descendre mon trépied au sol. Donc, je vais inverser la colonne pour être capable de faire des photos au sol. L'hiver, moi, j'ai des trépieds en aluminium et les trépieds en aluminium sont froids l'hiver lorsque je sors avec mes petits gants, là. J'ai tendance à me geler les mains. Donc, je vais apposer sur la patte du trépied des protège-conduits qu'on a à la quincaillerie. C'est fait en forme. Assurez-vous d'acheter le bon diamètre ici pour que ça aille bien là, sur vos pattes, là. Mais je l'enroule alentour de mon trépied et je me retrouve à avoir de la protection contre le froid. L'autre chose importante aussi, c'est les pics. Il y a certains trépieds que le caoutchouc au bout du trépied va s'enlever et on va être capable de le remplacer pour des pics très utiles l'hiver sur la glace lorsqu'on fait de la photo d'hiver. On est dans la rue souvent, on est sur les chemins de campagne, il y a de la glace, le trépied va bouger très peu, mais il peut bouger, donc on est en vitesse lente, on va avoir du flou dans nos photos pour le rien. Avec des pics, ça m'est déjà arrivé, avec des pics, c'est sûr que ça ne bouge pas. Les contrôles à distance. Avec un trépied, automatiquement, on parle d'un contrôle à distance. Le contrôle à distance, c'est qu'on peut réaliser des photos sans toucher à l'appareil. Lorsqu'on fait des feux d'artifice, lorsqu'on travaille avec des vitesses lentes, lorsqu'on fait des photos de nuit, on a, il ne faut pas toucher à l'appareil. Si on touche à l'appareil, ça va créer des flous de bouger. Donc, on va utiliser une commande à distance. Il en existe plusieurs modèles. Donc, celui avec le fil euh, que j'utilisais, maintenant, je suis rendu avec le Canon, le modèle Canon de contrôle à distance. Euh, Lorsque je fais du light painting, puis je suis tout seul, j'ai besoin de démarrer l'appareil lorsque je suis loin. Ça fonctionne super bien. Sinon, vous faites juste des feux d'artifice, vous êtes toujours à côté de l'appareil, achetez-en avec fil, 8 piastres, 8, 9 piastres, 10 piastres, c'est pas cher, ça vaut la peine. Ensuite, on a aussi les technologues, là, ceux qui aiment avoir des applications sur leur cellulaire, on peut utiliser notre appareil téléphone intelligent pour contrôler l'appareil photo. Regarder nos photos, contrôler l'appareil photo, ajuster les réglages de l'appareil photo et prendre des photos. Au niveau Canon, ça s'appelle Canon Connect et au niveau Nikon, c'est Snap Bridge. Je sais qu'au niveau Canon, il n'est pas évident le logiciel à installer et à faire fonctionner, mais un coup qu'on l'a fait une fois, après ça, ça va bien. De connecter l'appareil avec le cellulaire, là, c'est quelque chose avec Canon que je trouve pas évident. Mais si on prend notre temps, on suit les instructions, ça va bien. Le trépied et la stabilisation. Si je photographie avec un trépied, est-ce que je dois enlever la stabilisation d'image sur l'objectif? Je vous pose la question. Je vous laisse réfléchir. La stabilisation, lorsqu'on l'a sur l'objectif avec les petits boutons comme ici, la stabilisation on et off. Même chose ici, stabilisation on et off. Est-ce que je dois l'enlever quand je suis le trépied ou je le laisse là? La stabilisation, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a un petit moteur dans l'objectif qui va essayer de stabiliser pour les mouvements de l'objectif. Donc, si je travaille à des vitesses basses, si je travaille avec des grandes focales, là, ou des grands zooms, là, où je vois très loin, c'est très facile de bouger un petit peu et que ça va faire du flou dans notre photo. Donc, on a un stabilisateur dans l'objectif. Maintenant, on l'a aussi dans les 100 miroirs, il est vraiment dans le boîtier. Est-ce qu'il faut que je l'enlève lorsque... Ben oui, il faut l'enlever. Ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi. Quelqu'un me l'explique comme il faut, mais c'est que lorsqu'on l'appareil, le moteur de stabilisation, il est à on et qu'on va déclencher l'appareil photo, le miroir, par exemple, un réflexe, va lever. Juste ce petit mouvement-là, l'appareil va essayer de stabiliser. Il va essayer de stabiliser lui-même et le moteur n'arrête pas de fonctionner. Donc, ça peut créer du flou au lieu de nous aider. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir de stabilisateur lorsqu'on est sur le trépied. Tout est bien solide. Si on a mis nos petits pics à la glace, là, tout est bien solide, donc on n'a pas besoin d'avoir le stabilisateur. Il faut l'enlever. Euh, Quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser le stabilisateur? Mais on va le retrouver surtout, c'est les grandes focales, hein, 100 mm et plus, et 70 et plus. Et les grands, il y a des. Maintenant, là, j'ai acheté moi des grands angles là, récemment pour mon 100 miroir. Il n'y en a plus. Parce que maintenant, on l'a dans le boîtier. Donc, le stabilisateur du boîtier, il y en a des 3 axes, il y en a des 5 axes. On n'a plus besoin d'avoir de stabilisation dans l'objectif. Tout se fait dans le boîtier.
Il y en a qui vont me dire, oui, mais si j'ai une 500-600 mm, oui, c'est important d'avoir stabilisation. Et là, les deux vont se parler. Les stabilisations de l'appareil photo et celui de l'appareil de l'objectif vont communiquer ensemble, ils vont se parler pour essayer d'être le plus efficace possible. Des supports de caméra, j'ai vu des gens se chicaner avec leur support de caméra. C'est ce qu'on va installer pour, après le boîtier, une petite plaque, là, pour être capable de monter l'appareil sur le trépied. Moi, je vous conseille grandement d'utiliser aussi un support en L comme ça ici. Le support en L, va nous permettre de faire des photos à la verticale très facilement. Et si vous êtes un amateur de panoramique, ça va super bien avec ça. L'angle, la rotation, l'angle est très court, donc ça fait des photos moins déformées. Et en même temps, ça protège l'appareil. J'ai déjà échappé mon appareil et c'est le- le fameux support qui a pris le choc et non pas l'appareil. Donc, deux fonctions. Oui, ça nous aide à monter l'appareil sur euh, notre tête, la tête du trépied plutôt, et ça nous aide à protéger l'appareil en même temps. Il y en a deux modèles. Il y a le modèle Arca Suisse, l'autre, je ne le connais pas tellement, l'autre modèle, mais le plus populaire, Arca Suisse, vous pouvez en trouver partout. J'ai quelqu'un qui avait oublié sa plaque, qui est allé en voyage et il a trouvé une plaque tout de suite dans une boutique. Tandis qu'avec les autres modèles qui sont moins populaires, puis ils sont plus difficiles là, à fixer l'appareil après la tête, là, c'est vraiment pas évident. Là. Il y a comme une petite manivelle, là, puis je les aime pas du tout, donc j'aime mieux l'arc à Suisse. Donc, si vous avez le choix, allez-y avec l'arc à Suisse, c'est plus standard, plus facile d'utilisation. Les paramètres de l'appareil photo. Vous débutez en photo, vous avez changé des réglages, puis vous ne savez plus comment les remettre. Ça fait 2 heures que vous cherchez. Maintenant, les menus sont complexes et vous n'êtes plus capable de remettre l'appareil comme il était. Vous allez aller dans le menu avec la clé, ou si vous avez du Sony, c'est le menu avec la boîte à outils. Nikon et Canon, c'est la petite clé. Et vous vous promenez dans ce menu-là jusqu'à temps que vous tombez sur initialisation de l'appareil. On est capable de remettre l'appareil comme quand on l'a acheté. Je m'en sers souvent, je m'en suis servi la semaine passée. J'étais en train de faire une photo à Montréal et à un moment donné, l'appareil, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'arrivais plus à changer les réglages, donc je ne le trouvais plus dans le menu où est-ce que c'était. J'ai tout simplement réinitialisé l'appareil et l'appareil est revenu comme il était, donc je n'ai pas perdu de temps. Sinon, il faut aller sur Internet, aller voir les menus ou amener son livre, aller fouiller dans le livre où est-ce que c'est. Si vous avez du temps, oui. Si vous n'avez pas de temps, on réinitialise l'appareil. Là, vous allez me dire, oui, Luc, mais on perd tout. Oui, on perd la date, on perd toutes les informations qu'on a rentrées dans l'appareil. On va être obligé de recommencer. Sauf que maintenant, il y a des nouveaux appareils sur le marché, les plus récents et bien entendu les plus chers, ont une fonction qu'on est capable d'enregistrer les réglages et de les charger dans l'appareil lorsqu'on réinitialise. Super commode, puis ça s'en va sur la carte. Donc, sur la carte, on va avoir les réglages de notre appareil qui sont là, que si jamais on initialise, on est capable de remettre tout ça dans l'appareil. Vérifiez si vous l'avez dans votre menu. Le nombre de déclenchements, à quoi ça sert? On entend souvent ce nom-là, puis on ne sait pas trop à quoi ça sert. Le nombre de déclenchements, c'est le nombre de photos que votre appareil a pris, le nombre de fois que le miroir à l'intérieur ou que le rideau a bougé pour prendre une photo. Qu'est-ce qui arrive? Ben, ça s'use. Les appareils photo, avec le temps, avec le nombre de photos, vont s'user. Combien de photos je peux faire avec mon appareil? Ben, si vous avez un appareil entrée de gamme, les moins chers, donc c'est 50 000 à 100 000 déclenchements, donc photos. Semi-professionnel, on parle de 150 000 à 180 000, puis les appareils professionnels, 200 000 à 400 000 déclenchements. Allez voir sur Internet, tapez le nombre tapez le nom de votre appareil photo, le modèle, et demandez la question nombre de déclenchements, et ils vont sûrement vous le dire. Combien je peux mesurer ça? Je veux m'acheter un appareil photo, puis la personne me dit qu'il y a 20 000 déclenchements, puis je veux vérifier pour être sûr, parce que le prix va changer hein, selon l'usure de l'appareil photo. Bien, sous Windows, on a un logiciel qui s'appelle Shutter Camera Count, et sur Mac, là j'en ai nommé deux, mais il y en a plusieurs, là, plusieurs autres sortes. Sur Mac, c'est Shutter Count. On peut installer le logiciel
dans l'ordinateur et on plug l'appareil photo dans l'ordinateur, ou même il y en a qui fonctionnent avec une photo. On amène la dernière photo qu'on a faite et il va nous donner le nombre de déclenchements qu'il y a sur la photo, sur l'appareil photo. Donc, l'usure de l'appareil photo, c'est important. Ça peut changer le prix de l'appareil que vous voulez acheter ou que vous voulez vendre. Les fameux boutons C1, C2, C3, ça sert à quoi ça? On regarde sur l'appareil, puis on voit ces boutons-là, puis on s'en est jamais servi, et pourtant, ils sont tellement utiles. Je vous explique. Vous faites la photo d'oiseau et vous en allez sur le bord de l'eau, puis là, vous ne savez pas ce que vous allez trouver comme oiseau. Donc, ça peut être un oiseau en vol, puis ça peut être un oiseau au sol ou sur l'eau qui se lave. C'est pas les mêmes réglages du tout, là. L'oiseau en vol, on a besoin de la rapidité, on a besoin de la vitesse, on a besoin de suivre le sujet, on a besoin d'identifier le sujet. Donc, si je fais une photo au sol, ben là, j'ai pas besoin de vitesse, j'ai peut-être pas besoin d'identifier le sujet, je peux faire la mise au point où je veux, je peux prendre mon temps. Donc, c'est pas le même genre de photo du tout, puis c'est pas les mêmes réglages du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster les réglages pour, exemple, les oiseaux qui sont au sol et je vais les enregistrer sur C1. Ensuite, je vais ajouter les réglages pour les oiseaux en vol et je vais les enregistrer sur C2. Je vais avoir besoin juste de passer de C1 à C2 pour être capable de changer. Donc, je suis en train de photographier des oiseaux qui sont sur l'eau et il y a des oiseaux qui s'en viennent en vol. Au lieu de me dépêcher, et essayer de changer mes réglages, je vais simplement tourner le sélecteur ici d'exposition et je vais passer de C1 à C2 pour faire les oiseaux. Moi, je les ai ajoutés. Tout ce qui est C1, c'est la photo d'action avec suivi de personnes pour faire la photo de rue. Donc, les gens en vélo, les gens qui font du jogging, des choses comme ça. Et C2, c'est la photo de paysage. Et C3, c'est la mode P pour la photo de rue. Donc, chaque bouton a ses fonctions. Super utile, par contre, il faut s'en souvenir lequel est lequel. Mais moi, ce que je fais, c'est que C1, habituellement, c'est plus rapide. Donc, je me souviens que C1, c'est plus rapide, C2, ensuite C3. C'est important de s'en souvenir parce qu'on si on les utilise pas assez souvent, on s'en souviendra pas. Mais vous le mettez à C1 et vous allez voir les réglages. Vous pesez à moitié sur votre déclencheur et regardez les réglages que vous avez dans l'appareil, dans le viseur, et ça va vous le dire tout de suite là, si c'est pour des photos d'action ou des photos de paysage, ainsi de suite. On est rendu à la pause. Je voulais vous parler de notre saison 2024-2025 des formations à distance. Lorsque vous arrivez sur duobjectif.ca, si vous allez sur cours et formation et vous en allez sur formation à distance 2024, vous allez avoir un forfait de formation à distance. Un forfait de formation, c'est 9 belles opportunités pour vous améliorer comme photographe. Donc, 9 conférences, une par mois, qui va se donner débutant bientôt. C'est des conférences de 2 heures. Donc, vous allez avoir le temps de poser toutes vos questions. On va avoir le temps de répondre à toutes vos questions. C'est vraiment complet comme formation. Fait que le forfait vous intéresse, les 9 conférences vous intéressent, simplement remplir le petit formulaire en bas ici de la page et on va vous inscrire et on va vous envoyer des liens Zoom pour les dates. Oui, mais Luc, moi, je ne peux pas y aller le mois d'octobre, je suis en vacances, je ne serai pas là, ça ne me donne rien. Ben oui, parce que les photos, les conférences sont enregistrées. On va pouvoir vous envoyer l'enregistrement, vous allez pouvoir revoir la conférence parce que vous avez oublié des choses ou vous voulez vraiment prendre des notes pour être sûr là, de bien comprendre ce que j'explique. On vous donne une semaine de rediffusion pour être capable de revoir les conférences. Ouais, Luc, mais moi, là, il y en a que 3 ou 4 qui m'intéressent. Ouais, parfait. Donc, cette année, c'est nouveau. On a des formations individuelles à 35 $. Donc, chaque formation, tu peux t'inscrire à 35 de la formation. Écoute, pour 2 heures, là, avec toutes les informations que je donne, c'est vraiment pas cher. Mais si on les prend toutes à 35, ça revient plus cher que si on prend le forfait, parce que le forfait, normalement, si je les prends toutes à 35, ça revient à 315 $. Mais là, je vous offre un spécial à 150 pour justement les 9 conférences. 150, c'est vraiment pas cher, là. Allez magasiner sur Internet, allez voir les conférences, là, puis vous allez voir que je suis très, très beau dans mes prix. On a terminé la petite pause.
Mon menu, si vous allez dans le menu de votre appareil et vous allez au dernier menu, le dernier onglet, souvent c'est une étoile, souvent c'est marqué menu personnalisé. C'est un endroit où on peut aller ajouter des menus qu'on ne trouve jamais, qu'on cherche, ou des menus qu'on utilise souvent et qu'on ne veut pas aller fouiller dans les menus pour les trouver. Donc, c'est un menu rapide. On va installer tous les réglages qu'on veut mettre là. Donc, tous les réglages de l'appareil peuvent se trouver là, mais on va mettre les plus importants, ceux justement qu'on utilise et qu'on cherche souvent. Dans le mien, moi, j'ai formaté la carte, j'ai nettoyé le capteur, j'ai bracketing, j'ai HDR, puis j'ai monochrome. Vous pouvez mettre celui que vous voulez. Vous avez un menu, des fois deux menus, là. Il y a évidemment des endroits, là, deux pages de un ou deux pages de menu, là. Il s'agit simplement d'aller, comme ici, là, ajouter un onglet à mon menu. Et là, l'appareil, lorsqu'on clique dessus, l'appareil change. Et là, on a toutes les fonctions de l'appareil qui sont là. On a simplement qu'à cliquer dessus et ils vont apparaître dans la section du menu avec l'étoile ici. Super commode, super utile. Utilisez-le, ça vaut la peine. Il est important de lire votre manuel d'utilisation pour savoir donc ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que mon appareil est capable de me donner? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Puis est-ce que j'en ai de besoin? Oui, Luc, mais c'est plate à lire, ce livre-là. C'est long, ça finit plus. Lisez votre manuel d'utilisation une fois par jour. Moi, c'est ce que je fais. Je le lis dans la toilette sur le bord, puis donc je vais lire une page ou deux par jour maximum. Ça va simplement me rafraîchir la mémoire, ça va m'aider à mieux comprendre mon appareil. C'est important de le lire. Faites-les pas toutes d'une shot, mais prenez un petit moment par jour pour aller lire votre appareil photo. Fil polarisant. À quoi ça sert le fil polarisant et est-ce que j'en ai besoin d'un? Je me fais souvent poser la question, Luc, est-ce que je devrais acheter ça? Est-ce que je devrais utiliser ça? Ce que ça fait, le fil polarisant, c'est simplement pour aller enlever la surbrillance, les reflets dans vos photos. Est-ce que c'est un problème pour vous d'avoir des reflets dans vos photos? Si jamais oui, vous avez besoin d'un fil polarisant pour les enlever. Est-ce que vous faites la photo sur l'eau, sur la neige souvent et vous vous retrouvez avec plein de petits brillants qui vous agacent? Peut-être que ça vaut la peine d'acheter un fil polarisant. Le prix, il y en a de 20 à aller à 300 dollars. Moi, je vais toujours en haut de 60 dollars. Je vais payer en haut de 60 et 100 dollars à peu près là, dans ce coin-là. Les marques, encore là, c'est Oya et B plus W, BNW. C'est les marques que j'utilise, c'est ceux que j'ai eu le moins de problèmes avec là, et qui sont de meilleure qualité. Et le fil polarisant peut aussi vous aider à avoir des couleurs accentuées. Donc, il va accentuer les couleurs de paysage, le vert des sapins, le bleu du ciel. On va avoir des couleurs accentuées. Mais sa fonction première, c'est surtout d'enlever les reflets. Et c'est important de savoir que lorsque vous photographiez un paysage et il y a des reflets, il faut, pour que ça soit efficace, que le soleil soit à 45, oui, sinon, 90 degrés de votre appareil photo. Donc, on pointe les doigts vers le paysage et le pouce levé, ça va vous donner où est-ce qu'il faut qu'il soit le soleil pour que votre filtre soit efficace. S'il est à 45 degrés, il n'est presque pas efficace. Et s'il est en arrière de vous, la plupart du temps en photographie, c'est ce qu'on essaie de faire, de mettre le soleil en arrière de nous pour avoir une meilleure lumière sur le sujet. Mais là, il n'est pas efficace du tout. À part d'accentuer les couleurs, là, mais au niveau des reflets, il ne sera pas efficace. À Montréal, je m'en sers souvent lorsqu'il y a beaucoup de soleil dans les rues et que j'ai beaucoup de reflets dans les vitres et que je veux voir à l'intérieur de l'édifice. Le filtre polarisant va m'aider à enlever les reflets qu'il va y avoir dans les vitres. Je veux enlever les reflets puis je veux voir le fond de l'eau. Je vais utiliser un filtre polarisant. Je veux garder les reflets sur l'eau. Je vais enlever le filtre polarisant. Je n'en mettrai pas. Donc, est-ce que je veux garder les reflets? Je veux les enlever. Euh, Regardez le blanc sur l'eau ici, là, souvent ça va faire des petites étoiles avec le soleil, là, ça va venir faire des pixels blancs, des choses comme ça. Vous voulez enlever ça, mettez votre fil polarisant, mais vous allez perdre un peu de reflet sur l'eau. Limite de vitesse.
Les photographes qui sont un peu plus avancés, là, qui utilisent des modes d'exposition automatiques et semi-automatiques, priorité ouverture, priorité vitesse, mode P, on peut régler la limite maximum au minimum de la sensibilité ISO et de la vitesse. Exemple, moi là, j'aime pas que mon appareil par lui-même, parce que lorsque je suis en mode semi-automatique, c'est lui qui va décider de certains réglages. Je veux pas qu'il monte les ISO plus haut que 3200. Donc, je peux aller dans mon appareil et aller dire à l'appareil, hey, bloc à 3200, je veux pas que tu ailles plus haut que ça. Ou la vitesse, je veux pas qu'il descende en bas d'1,60 quand je travaille à main levée. Quand je suis en mode, exemple, je suis à Montréal, puis je fais priorité vitesse, je fais des vélos sur une piste cyclable, ben, je ne veux pas qu'il descende ma vitesse en bas d'un soixantième parce que si j'ai pas beaucoup de lumière, ce qui va arriver, c'est que l'appareil va changer les réglages pour essayer d'avoir la meilleure exposition possible et ça se peut qu'il descende votre vitesse trop basse. Donc, on peut aller dans l'appareil et dire à l'appareil, je vais te limiter au niveau de la vitesse et au niveau des ISO, mais seulement pour tout ce qui est automatique et semi-automatique. Donc, c'est une petite fonction utile pour empêcher l'appareil d'aller trop loin et de nous donner des photos trop pixelisées ou des photos floues parce que la vitesse est trop basse. Hey gang, vous achetez un nouvel appareil, puis où est-ce qu'il ajuste la vitesse? Ça ne vous convient pas parce que l'appareil que vous aviez avant, on ajustait la vitesse en arrière, puis là, lui, il ajuste la vitesse en avant, donc vous vous trompez tout le temps. Bien, on peut aller changer tous les boutons sur les appareils, surtout les appareils professionnels, là, les plus récents sortis, là. Eux, on peut aller changer tous les boutons de l'appareil. Donc, je peux décider d'aller mettre la vitesse en avant, l'ouverture à l'arrière, exemple travaillant manuel. Les ISO, je peux les mettre là. On peut même les mettre sur la bague de l'objectif. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, il faut aller dans le menu où on peut aller personnaliser les touches ou les molettes de l'appareil. Réglage personnel, réglage menu fonction chez Sony. Tous les boutons peuvent être changés sur les appareils ou la plupart des appareils. Voir dans le noir. Ceux qui viennent de s'acheter un sans miroir, vous en allez dans un studio et là, c'est très sombre parce qu'on utilise des flashs pour éclairer le sujet. Et là, vous regardez dans votre appareil et vous voyez absolument rien. Parce que le sans miroir va nous donner ce qu'il voit. Donc, la photo qu'on va faire, c'est ce qu'on voit. Mais la photo qu'on va faire, c'est avec des flashs. Puis là, les flashs, ils ne fonctionnent pas. Ils vont fonctionner seulement quand je vais déclencher. Mais pour faire ma mise au point, je fais quoi? Je ne suis pas capable. Il y a des fonctions dans les sans miroirs qui s'appellent simuler l'exposition. L'appareil photo va simuler ce que l'on devrait voir, même s'il fait noir. On s'en va dans le menu. Les menus des réglages de prise de vue, le premier menu de Canon. Au menu 6, on a simulation d'exposition. Ça se peut qu'il ne soit pas là, là. Si vous avez des appareils différents, là, ça se peut qu'il ne soit pas là. Puis ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais ça me surprendrait. La plupart en ont. Au niveau de Nikon, c'est appliquer des réglages de visée à l'écran. Et au niveau de Sony, ça s'appelle Live View Display. On est capable de voir dans le noir. Parce que s'il fait noir, comment je fais pour cadrer, comment je fais pour placer mon sujet, comment je fais pour faire la mise au point, c'est impossible. On va utiliser la simulation d'exposition. Vous pouvez changer la façon dont votre appareil photo va mesurer la lumière. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Parce que l'appareil photo ne sera pas capable de me donner ce que je veux dans certaines conditions, dans des conditions difficiles. Quand on parle de conditions difficiles, on parle, exemple ici, les flamants roses avec un fond complètement noir. Si je laisse l'appareil dans le mode, la plupart du temps standard, là, il va mesurer toute la lumière dans l'écran au complet et il va l'ajouter selon ce qu'il voit. Ici, il va dire, hey, c'est vraiment trop noir, je vais l'éclaircir. Mais s'il éclaircit ma photo, je ne pourrai pas bien exposer mes flamants. Mes flamants, ici, je vais perdre des détails, puis je vais avoir des endroits où ça va être surexposé. Donc, je ne suis pas capable de faire une bonne photo avec la mesure de lumière matricielle, là, standard qu'on utilise, ou évaluative, là, qui, lui, va mesurer tout l'écran. À ce moment-là, il faut changer la façon que l'appareil va mesurer la lumière et il faut utiliser le mode spot. Le petit dessin ici avec le rond. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller mesurer la lumière simplement dans un spot, dans une petite portion sur le sujet. Mon sujet va être super bien exposé et le reste, ça ne nous dérange pas.
on va pouvoir l'ajouter au post-traitement après. Mais c'est important que mon sujet soit bien exposé. Ici, là, le blanc, je veux que mon harfang soit vraiment blanc et je veux voir tous les détails dans mon harfang. Donc, le fond est un peu foncé, l'appareil aurait tendance à le pâlir. Le blanc ici serait vraiment surexposé parce que le blanc il est vraiment blanc. Même chose pour le cheval ici. Le cheval est blanc, tout le reste est foncé. L'appareil va avoir tendance, si je le garde sur l'évaluation photo standard, va avoir tendance à blanchir trop mon cheval. Tout ce qui est contrasté, là, de noir à blanc. J'ai un chien qui est blanc sur un fond noir. J'ai des canards qui sont blancs sur l'eau noire. Il faut utiliser le mode spot. Même chose, mon gorille ici qui est foncé sur un fond blanc. On utilise le mode spot seulement quand on n'arrive pas à faire une bonne photo avec le mode évaluatif. Je prends ma photo, puis mes noirs sont trop bouchés. Je ne vois pas les détails, exemple le poil du chien qui est noir. Bien là, à ce moment-là, on peut utiliser le mode spot. Content de voir que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, en espérant que les trucs et astuces que j'ai parlé, que je vous ai montrés, que ça va vous aider, que ça va vous rendre la tâche plus utile ou plus facile et plus agréable de réaliser des photos. Vous avez encore des problèmes avec votre appareil photo. Vous n'arrivez pas à prendre les photos que vous voulez. Logiciel photo, vous trouvez ça compliqué. Venez nous voir. On peut vous aider. On est disponible sur le site web du objectif.ca. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel, par téléphone ou venez voir notre page YouTube, notre chaîne YouTube. On a des vidéos gratuites avec différents sujets et aussi, ceux qui aiment lire, on a un blog sur le site du objectif.ca sous l'onglet formation. Vous pouvez aller voir le blog et encore là, multiples articles sur différents sujets. Je vais vous souhaiter de faire des belles photos. Au revoir.